On va vraiment là se centrer sur le sujet qui nous préoccupe, celui de la mémoire. Votre premier livre estampillé SF, qui a été publié donc, aux éditions Fleuve Noir, s'appelait La mémoire totale. Et elle mettait en scène un homme doué d'une mémoire totale, sur fond de post-crise énergétique, de courses pour avoir l'ordinateur, le bio-ordinateur le plus puissant, et puis aussi sur fond de maladies, donc un protovirus qui se répand et qui attaque justement les zones du cortex liées au temps. Donc et ça, à la mémoire. Et à la mémoire. Donc ça, c'est votre premier livre de science-fiction, mais à travers de nombreuses nouvelles, on retrouve cette thématique de la mémoire, et puis aussi à travers une attitude que vous avez, vous abordez souvent la question du passage et de la transmission. Donc moi j'aimerais savoir pourquoi vous êtes si féru de mémoire, de la façon dont les hommes se la transmettent. Et j'évoque aussi ce que j'ai oublié, vous êtes aussi l'auteur de scénarios de bande dessinée qui portent sur des pans de notre mémoire, des pans historiques un peu oubliés. Donc voilà, pourquoi vous fouillez cette dimension-là? Je crois que le présent seul n'existe pas. Le présent, bon, c'est un lieu commun que de dire ça, n'est possible que parce qu'il y a une histoire, d'une part, et que c'est à partir de cette histoire, de ce passé, que l'on peut se projeter. Ceux qui n'ont pas d'histoire n'ont pas de projection, ou alors à très court terme. Plus on a de connaissances, plus on est capable aussi de se projeter très loin. Ça, on peut le voir, ne serait-ce qu'avec les différentes couches de la société. Quelqu'un qui n'aura pas fait de grandes études, qui aura toujours végété dans une banlieue, lorsqu'on lui demandera de se projeter, de s'imaginer dans 10, 15 ou 20 ou 30 ans, eh bien, aura des réponses assez convenues par rapport à quelqu'un qui, ayant davantage de culture, ayant fait plus de choses par le passé, sera capable de se projeter davantage. Et ça, c'est très important, la manière dont on se projette, puisque c'est ça qui détermine aussi notre existence. Donc, je m'étais posé la question de la mémoire totale, parce que, en fait, la mémoire n'est rien s'il n'y a pas une analyse de cette mémoire. Sinon, ce n'est qu'une banque de données. Un dictionnaire, c'est une mémoire. Mais en tant que tel, le dictionnaire ne représente rien. Il faut savoir s'en servir. Mon personnage dans la mémoire totale, je voulais savoir comment il pourrait vivre à partir du moment où il se souvient de tout. Se souvenir de tout, ça veut déjà dire ne pas avoir d'inconscient. Il n'y a rien de caché. Tout est accessible. Quelqu'un qui n'a pas d'inconscient, comment il est, c'est-à-dire c'est aussi ces choses cachées, c'est cet inconscient qui nous a formés. Nous sommes plus ou moins timides, nous avons telle ou telle attitude du fait de traumatismes de notre enfance qui ont été cachés, que peut-être un psy devra révéler si ça devient handicapant pour la vie quotidienne. Bon, sinon, on sait faire avec. Alors, celui-ci se souvient de tout. Donc à la limite, il ne se souvient de rien. Il est incapable d'avoir des idées par lui-même, mais il est capable de répéter des choses qu'il a entendues et il aura donc toujours une réponse adaptée. À la limite, il se souviendra de toutes les chaises qu'il a vues, c'est-à-dire qu'il n'a pas retenu l'idée générale de chaise. On a fait des expériences sur des nourrissons qui ont pu montrer cela avec des mobiles au-dessus de leur berceau, où l'on pend divers objets, un ballon, une voiture, une fusée, une chaise, si on veut, et que l'on fait tourner. C'est attaché à son pied. Le bébé comprend en agitant ses pieds qu'il peut faire tourner le mobile. Si on décroche le ballon et qu'on le remplace par une poupée, pour lui ce n'est plus le même objet. Et il ne fera plus la relation avec bouger le pied fera bouger le mobile. Donc, parce qu'il se souvient de chaque objet, il n'a pas synthétisé l'idée générale de mobile. De même que quelqu'un qui n'a pas synthétisé l'idée générale de chaise, lorsqu'il en trouvera une un petit peu design, moderne, ne saura pas que c'est un objet qui sert à s'asseoir. Donc, avoir une mémoire totale, eh bien, c'est très handicapant, parce qu'il faut pouvoir oublier, il faut pouvoir synthétiser pour pouvoir avancer. Il y a cette analyse, ce besoin d'analyse, c'est ça qui fait sens. Et alors, quel regard vous portez sur la façon dont notre société aujourd'hui traite ces questions d'histoire et de mémoire?
Et quel regard vous portez plus spécifiquement sur ce qu'on appelle la mémoire numérique et sur le phénomène des lifelogs? Alors, le lifelog, c'est un peu un fatras, je dirais. C'est un peu la boîte des gamins de l'époque où on met tous ces trésors. Je ne sais pas si, d'abord, ça résume la vie de quelqu'un. Ça résume ce qu'il a été peut-être à un certain moment. Les lifelogs sont trop récents pour que l'on puisse dire ce qu'ils vont devenir à long terme. Je pourrais les assimiler aujourd'hui au journal intime. Qui va lire les journaux intimes des jeunes filles d'il y a 20, 30, 50 ou 100 ans? En quoi vont-ils nous renseigner sur la personne alors qu'elle se contente de raconter sa vie au jour le jour sans peut-être avoir toujours le recul nécessaire? Donc il me semble que le livelog, c'est un fourre-tout de l'envie du moment, de ce qui nous a amusé un moment, de ce qui nous a distrait. On y voit telle musique, telle image, tel titre de film, tel événement. D'accord, c'est très bien, mais il faut une prise de recul, il faut une réflexion, sinon ça ne fera pas sens. Ça sera peut-être très intéressant pour un sociologue du futur de venir voir comment on vivait à l'orée du XXIe siècle, mais après, je ne sais pas en quoi c'est pertinent pour la personne, à moins ça peut lui servir à elle plus tard pour se souvenir de ce qu'elle a adoré et peut-être brûlé par après. Mais je pense que c'est un phénomène qui va passer rapidement, sauf si on arrive à le structurer, c'est-à-dire à lui donner un certain sens. Aujourd'hui, nous sommes noyés par de l'information qui jaillit de tous les côtés, les panneaux d'affichage, la radio, Internet, la télévision. Bon, on est dans une ère de l'information, on sait que les grands enjeux se situent là. À l'époque, on demandait à certaines personnes si elles voulaient exister, c'est d'être sur Internet, d'avoir un site Internet. Mais ce site Internet, maintenant, on se rend compte qu'il faut qu'il soit référencé, parce que sinon on s'y perd. Et il faut qu'il soit référencé souvent en différents endroits. Donc on ne fait que répéter ce qui se passe dans la vie ordinaire sur un autre plan. On est noyé d'informations, et cette information, il faut la trier, il faut la canaliser, il faut lui donner un sens, il faut l'organiser. L'information en tant que telle ne signifie rien, de même que la mémoire ne signifie rien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des différents supports que l'homme s'est trouvé au fil du temps, des supports de mémoire, donc le papier, l'analogique, le numérique? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution? Ils sont de plus en plus volatiles. Alors, en même temps qu'ils se multiplient et que l'on peut les conserver, ils se détruisent plus facilement. C'est-à-dire que si l'on regarde le papier, le parchemin de l'époque, c'est du papier résistant qui a pour le moment traversé les siècles, et certains 1000 ans et plus, avec des encres résistantes qui n'ont pas changé à travers le temps. Aujourd'hui, la science-fiction américaine à l'époque, c'était des pulps, c'est-à-dire de la pâte à papier qui vieillit très vite et que au-delà de 70 ans, il ne restera peut-être pas grand-chose. On est en train d'essayer de sauvegarder tous ces documents. Donc le papier est en train de disparaître, l'encre s'efface par elle-même. Le numérique a été évidemment une révolution par rapport à tout ce qui est un autre procédé de duplication. C'était la copie, l'imprimerie, l'analogique. Le numérique, à partir du moment où tout est réduit à des 0 et 1, est copiable beaucoup plus facilement sur une infinité de supports. Ces supports sont très fragiles, mais puisque la copie peut être faite à l'infini, sans perte, sans dégradation, c'est sûr qu'on est quand même en train de la multiplier. Il se peut bien sûr que un phénomène électromagnétique détruisant peut-être l'ensemble des supports numériques dont nous disposons actuellement efface quand même une grande partie de la mémoire. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on se limite au seul numérique. Il se peut aussi que demain, changeant, d'ailleurs de toute façon on s'en rend déjà compte, chaque fois que l'on change
de procédés de conservation numérique, on est obligé de recycler tout ce que l'on a, hein, depuis le film en 9 mm qui va passer sur une cassette VHS qui va devenir un CD et un DVD, et demain sera stocké sur un autre support. Il faut sans arrêt retraduire tout ça, avec forcément peut-être des pertes, des choses qu'on ne prendra jamais le temps de traduire parce qu'on va les oublier. Et ensuite, il faudra peut-être dans le futur recréer les outils qui nous permettront de lire certains modes de conservation obsolètes.